Cette carte, c'est juste pour rappeler que l'agriculture, en fait, moi j'aime bien dire que l'agriculture n'existe pas. C'est-à-dire que l'agriculture, au singulier, n'existe pas. Il y a des agricultures. L'agriculture est apparue, comme on le voit sur cette carte, à différents endroits dans l'histoire de l'humanité, à différentes périodes, même si c'était globalement quand même dans une même temporalité. Et en particulier, si vous voyez à gauche les zones d'invention en Amérique, ben, c'est évident qu'elles n'avaient aucun contact avec les zones d'invention en Eurasie ou en Afrique. Et ce qu'il faut bien voir dans cette carte, c'est que les grosses patates de l'hémisphère sud couvrent en fait plusieurs points d'invention différents. Et c'est seulement les 3 petits points du nord qui sont individualisés parce que c'est ceux qui ont été les plus importants historiquement. Mais en fait, on connaît une trentaine de lieux d'invention de l'agriculture, dont les 3 qui ont été historiquement les plus importants, c'est le croissant fertile au Moyen-Orient, la Chine et la Mésoamérique. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est des inventions différentes, c'est des approches différentes. Et en fait, l'agriculture qu'on a en Europe, elle vient du croissant fertile. Cette agriculture qu'on a plus ou moins imposée au monde au fil des siècles, l'agriculture qu'on peut définir comme européenne, en fait, elle vient de Syrie, Irak actuelle, à peu près, du Moyen-Orient. Et c'est une agriculture parmi d'autres. C'est très important de comprendre ça. Parce que très souvent, quand on parle de l'agriculture, au singulier, on pense qu'il y aurait une seule agriculture qui serait soit chimique, soit pas chimique, soit intensive, soit extensive, soit industrielle, soit paysanne, etc. On est sur des couples de dualité qui sont en fait assez peu explicatifs, qui posent des problèmes et qui en fait passent à côté du problème. C'est que c'est pas une agriculture unique qu'on pourrait décliner selon des oppositions noir-blanc, c'est des agricultures sur des bases différentes. Et en fait, pour comprendre ce qu'est l'agriculture biologique, et donc pour comprendre qu'elle peut nourrir le monde sans problème, ben, il faut d'abord commencer par comprendre ce qu'est l'agriculture qui domine le monde aujourd'hui, que j'appelle l'agriculture conventionnelle. Le fait qu'elle est basée sur ce qu'on appelle des cultures pures, ce qu'on voyait dans la diapo que j'ai montré tout à l'heure, où on a, dans un champ de blé, on n'a que du blé. L'idée que dans une parcelle, on va avoir une seule plante. C'est tellement au fondement de l'agriculture conventionnelle qu'on n'y pense même pas. Je ne l'ai jamais appris à l'école, parce que ça m'était présenté comme l'agriculture avec un grand A. Non, c'est une agriculture parmi 30. Toutes les autres agricultures se sont basées sur ce qu'on appelle des cultures associées, c'est-à-dire plusieurs plantes en même temps dans la même parcelle. Il se trouve que la nôtre est basée sur une seule plante en même temps dans la parcelle. Dans un champ de blé, il n'y a que du blé. Dans un champ de maïs, il n'y a que du maïs. Alors que pourtant, le maïs n'est pas apparu au croissant fertile. Donc c'est aberrant pour le maïs, même si ça peut avoir une certaine cohérence pour le blé. Et donc cette approche réductionniste mélangée à cette vision de culture pure, ça allait bien ensemble. Ça a permis d'optimiser un certain nombre de choses, de rationaliser, de standardiser, d'uniformiser. Et ça s'est combiné avec un autre aspect très important de l'approche de l'agriculture conventionnelle, c'est le fait qu'elle est basée sur une vision élitiste des savoirs. En France, on peut le dater à peu près de Louis XIV, puisque ça date à peu près de la création des académies. Vous voyez, en tant qu'anthropologue, je l'ai étudié à propos de la musique, et c'est très très clair, il n'y a aucune discussion là-dessus. Les académies ont été créées pour légitimer le savoir des lettrés au détriment des illettrés. Ça a été clairement un accaparement de la légitimité du savoir dans les mains de quelques-uns. De la noblesse au départ, et puis de la bourgeoisie après la Révolution française, etc. Et il y a eu une sorte d'élite, c'est très clair, qui a été créée autour de l'agriculture, qui se sont appelés d'abord les physiocrates, puis ensuite les agronomes. L'avantage du mot physiocrate, c'est que ça montrait clairement que c'était une aristocratie. Bon, agronome, c'est un peu plus joli comme terme, mais et ça a donné lieu, ce mélange d'approche réductionniste et de vision élitiste des savoirs, ça s'est combiné dans un truc qui est absolument central dans l'agriculture aujourd'hui, qui est devenu vraiment le pilier qui supporte toute l'agriculture conventionnelle, c'est la sélection des plantes. Tous les produits estampillés bio sont-ils sains? Ils sont sains dans le sens où ils n'ont pas de produits chimiques, forcément. Le règlement bio est très bon pour ça. Il est très rigoureux là-dessus. J'ai vu comment fonctionnaient les AOC, les labels rouges, etc. Je peux vous garantir qu'il n'y a aucun label en Europe aujourd'hui qui soit aussi bien contrôlé que l'agriculture bio. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas parfois des fraudes, mais on les cherche, on les trouve en général, et globalement, il y a une très grande sécurité sur la masse, si vous voulez. S'il peut y avoir par moment un problème, c'est très très ponctuel, et sur la masse, c'est très... Sur une année de consommation de produits bio, vous ne prenez pas beaucoup de risques. Pour ce qui est de la chimie. Après, si vous voulez être sûr d'avoir un impact
sur l'emploi un impact d'éviter de faire venir du soja d'Amérique latine qui va faire mourir de faim des Sud-Américains dans les favelas parce qu'ils n'ont plus d'emploi sur les grandes fermes industrielles, bah, à ce moment-là, il vaut mieux pas se contenter d'acheter bio, mais il faut aller chercher des labels supplémentaires, équitables, biocohérence, nature de progrès, etc. Enfin, voilà. Après, il faut rajouter d'autres exigences, bien sûr. Question subsidiaire, doit-on choisir un légume bio espagnol ou un légume local non labellisé bio? Très très bonne question. Très très bonne question parce qu'elle renvoie à un sujet très important qui est la question du dérèglement climatique, pour lequel je préfère parler d'augmentation anthropique de l'effet de serre. C'est-à-dire de savoir de quoi on parle. Pourquoi est-ce qu'il y a un dérèglement climatique? C'est pas parce qu'il y a un effet de serre. L'effet de serre, il est là depuis toujours et heureusement, sinon il ferait moins 30 aujourd'hui en France. Donc, le problème, c'est pas qu'il y a un effet de serre, le problème, c'est que cet effet de serre, il augmente. Et il augmente à une vitesse jamais vue, même dans les 5 extinctions précédentes de la biodiversité, ça n'allait pas aussi vite que ça, à une vitesse jamais vue dans l'histoire de la Terre, et pour des raisons dues à l'homme. Donc, le problème, c'est l'augmentation de l'effet de serre, et due à l'homme, donc augmentation anthropique. Et donc, dans les causes de l'augmentation anthropique de l'effet de serre, l'agriculture est très forte. C'est-à-dire qu'en France, l'agriculture, c'est 36% de la contribution de la France à l'augmentation anthropique de l'effet de serre. À l'échelle mondiale, de toute façon, c'est quasiment ça, c'est 33% en gros, enfin c'est un tiers en gros. 25% pour la production agricole brute et un tiers si on prend l'ensemble des filières agroalimentaires à l'échelle mondiale. Donc c'est énorme. Et dans cette agriculture, dans l'ensemble de l'agriculture, à l'échelle mondiale, la première cause, c'est le changement d'affectation des sols, c'est-à-dire la déforestation, mais aussi le retournement des prairies. Alors, on n'a pas le temps de développer le sujet, mais remplacer les prairies par des cultures, donc supprimer l'élevage dans les régions où on a un élevage à l'herbe, respectueux des animaux et qui entretient la biodiversité, c'est une aberration. On a besoin de garder des pâtures parce que c'est d'abord des points chauds de biodiversité et parce que en plus ça stocke du carbone. Et si on remplace ces prairies, les prairies du bocage breton, les prairies des Alpes, les prairies, les steppes mongoles ou kazakhs, la toundra arctique, les savanes africaines, si on remplace tout ça par des cultures, on va dégager du CO2 de manière catastrophique. Donc, bon, ça c'est une cause importante. Mais il y a une autre cause, la deuxième cause à l'échelle mondiale et la première à l'échelle européenne et française, c'est les engrais azotés. La première contribution de l'agriculture française au dérèglement climatique, ce sont les engrais azotés. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, on a des plantes qui s'appellent les légumineuses qui captent l'azote de l'air et qui le fixent dans le sol. Donc, on n'a pas besoin d'engrais azotés. C'est un truc, mais on sait facilement se passer des engrais azotés. La bio se passe sans aucun problème des engrais azotés. Donc, la première action qu'on doit mener si on veut lutter contre l'effet de serre, l'augmentation anthropique de l'effet de serre, c'est d'arrêter d'utiliser les engrais azotés. Et donc, aujourd'hui, c'est contre-intuitif, mais d'un point de vue de la lutte contre l'effet de serre, un légume bio espagnol est plus utile qu'un légume local qui aura reçu des engrais chimiques de synthèse. C'est clair. Si on parle que d'effet de serre, c'est clair. Alors après, il y a d'autres questions. Bien sûr qu'il y a d'autres questions. Il y a la question de la relation au territoire qui est fondamentale. Il y a la question des conditions sociales de production. Quand c'est produit à proximité, on peut avoir une prise sur les conditions sociales. Plus c'est loin, moins on a de prise. En Espagne, on sait qu'il y a des fermes industrielles qui ont des conditions sociales catastrophiques, indignes, d'exploitation de travailleurs immigrés. Enfin, soit dit, on en a en France aussi. Hein. C'est pas parce que c'est local que c'est forcément mieux de ce point de vue-là. Hein. Donc, oui, globalement, il faut mieux un produit bio local, tout simplement. L'idéal, c'est bio et local. Là, on a les deux avantages.